Avant de me juger, laissez-moi vous expliquer. Mes points de suture tiraient encore un peu, je marchais avec la lenteur d'une convalescente, mais mon cœur, lui, était léger. J'avais payé pour ce voyage à Marrakech, un dernier cadeau pour ma fille, son mari, et cette petite fille qui, un jour, m'avait appelé sa meilleure amie. Nous étions entourés par la beauté vibrante du Maroc. Et puis, je me suis réveillé seul. Sans passeport, sans portefeuille, sans rien d'autre qu'un mot griffonné sur un sous-boc, elle ne mérite rien. Laisse-la là. 3 jours sans nourriture, sans téléphone, sans aide. J'ai entendu ce qu'il disait, plus tard, depuis la France. Elle peut survivre comme une clocharde. Mais je n'étais pas une clocharde. J'étais la femme dont le nom figurait encore sur l'acte de propriété, dont la signature contrôlait chaque euro. Et quand je suis rentré, j'ai tout gelé. Maintenant, ce sont eux qui supplient. Je m'appelle Éléonore Dubois et, à 72 ans, j'ai appris à lire les silences. Comme une bibliothécaire chevronnée, je savais que les histoires les plus importantes se nichent souvent dans les espaces entre les mots, dans les pauses que les gens font quand ils pensent que personne n'écoute. Je n'aurais jamais imaginé devoir déchiffrer ma propre vie de cette manière. L'AVC est arrivé en avril, doux comme une ondée de printemps. Mineur, a dit le médecin, comme si c'était un réconfort. Mineur. Un mot si petit, si insignifiant. Mais je savais qu'il n'y a rien de mineur dans le fait de perdre une partie de soi-même, même pour un instant. Mon côté gauche était devenu maladroit, mes mots se cachaient parfois derrière ma langue comme des enfants timides, et mon équilibre était devenu une négociation quotidienne. Ma fille, Béatrice, est arrivée à l'hôpital avec cette expression qu'elle avait perfectionnée depuis l'adolescence, une inquiétude de façade, mêlée à un agacement à peine dissimulé. Damien, son mari, est resté dans le couloir, le nez sur son téléphone. Toujours sur son téléphone. Elle a décrété que je ne pouvais pas rester seul, comme si elle lisait un script bien rodé. Je devais venir chez eux. Chez eux. Le mot sonnait étrange dans ma bouche. Leur Bastide près d'Aix-en-Provence était magnifique, bien sûr. Tout ce que Béatrice touchait se devait d'être magnifique, ou du moins en avoir l'air. Des murs en pierre blonde, un jardin paysager impeccable, le genre d'endroit qui fait la couverture des magazines comme Astérisque côté sud Astérisque. Mais ce n'avait jamais été mon foyer. Juste le temps que tu te remettes sur pied, a-t-elle ajouté, et j'ai vu son regard glisser vers Damien qui, enfin, avait daigné lever les yeux de son écran pour hocher la tête. J'ai insisté pour engager Fatima, une aide-soignante douce, originaire d'Algérie, dont le sourire illuminait ses yeux. Elle fut mon encre durant ces premiers jours où les murs de la chambre d'amis me semblaient être ceux d'une prison dorée. Fatima m'aidait avec mes exercices, s'assurait que je prenais mes médicaments et, surtout, elle me traitait comme une personne, pas comme un fardeau. Le matin, elle me préparait un thé à la menthe et des tartines de pain frais que nous dégustions dans la petite véranda donnant sur le jardin. Elle me racontait des histoires de ses petits-enfants à Marseille, et je lui parlais de mes années à la bibliothèque, de ses lecteurs réguliers devenus des amis silencieux. Durant ces heures précieuses, je pouvais presque oublier la tension qui parcourait la maison comme un courant électrique souterrain. Mais les courants étaient bien là. Je les sentais dans la façon dont Béatrice et Damien baissaient la voix lorsqu'ils parlaient dans la cuisine, dans la manière dont les conversations s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Je les voyais dans le regard de Damien, non pas celui d'un gendre pour sa belle-mère, mais celui d'un créancier pour une facture qui finirait bien par être payée. C'est Solange, ma voisine d'Aix en grave côté, qui m'a aidé à comprendre. Solange était mon amie depuis des années, depuis que son mari, un ancien notaire, et mon Robert siégeaient ensemble au conseil municipal. Après nos veuvages respectifs, nos jardins étaient devenus notre lieu de rencontre. Un jour, penchée au-dessus de la haie de laurier qui séparait nos propriétés, elle m'a murmuré que quelque chose n'allait pas. Son défunt mari disait toujours que lorsque les gens commencent à parler d'argent avant même que quelqu'un ne soit parti, c'est qu'ils ont déjà décidé que cette personne ne comptait plus. Je n'ai pas tout à fait saisi le sens de ces paroles jusqu'à la disparition de Fatima. C'était un mardi. Fatima arrivait toujours à 8h pile. À 8h30, j'ai appelé son portable, sans réponse. À 9h, j'ai descendu l'escalier, un processus qui me prenait maintenant 5 bonnes minutes, pour demander à Béatrice si elle avait eu des nouvelles. Oh oui, a-t-elle répondu sans lever les yeux de sa tasse de café. Fatima ne viendra plus. Elle était trop chère. Trop chère. Comme si mon bien-être était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Comme si j'étais, moi, un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Mais je peux payer, ai-je commencé. Maman,
Tu es notre responsabilité maintenant, m'a coupé Damien depuis la table du petit déjeuner. Tu n'as pas besoin d'une infirmière à plein temps. Tu peux te débrouiller seul la plupart du temps. Me débrouiller seul. À 72 ans, avec un AVC récent, des médicaments qui embrouillaient mon esprit et un équilibre qui me trahissait sans crier gare point, les premiers jours sans Fatima furent difficiles, mais gérables. Béatrice me laissait un petit déjeuner avant de partir pour sa galerie d'art, et Damien me demandait occasionnellement si j'avais besoin de quelque chose avant de disparaître dans son bureau. Mais peu à peu, les repas sont devenus plus rares, plus simples. Du pain sec à la place de mon porridge, de l'eau du robinet au lieu de mon thé. Et puis, ce matin-là, je suis descendu pour trouver le garde-manger fermé à clé. C'est pour garder les choses organisées, a expliqué Béatrice quand je l'ai interrogée, tu sais comme tu es parfois confuse. Confuse. Il était vrai que les mots m'échappaient parfois, que j'entrais dans une pièce en oubliant pourquoi. Mais je connaissais la différence entre la confusion et le fait d'être traité comme une enfant. Je connaissais la différence entre le soin et le contrôle. Le service de livraison de courses que j'utilisais avait également été annulé. Des dépenses inutiles, m'ont-ils dit. On peut faire les courses pour toi. Mais il ne les faisait pas. Ou s'il les faisait, il n'incluait rien pour moi. Vendredi, tout ce qui restait dans mon petit frigo de la véranda était le reste d'une baguette racise et une bouteille d'eau à moitié vide. J'avais essayé de demander de l'aide à Chloé, ma petite fille, quand elle avait appelé, mais Béatrice avait pris le téléphone avant que je puisse dire quoi que ce soit, lui assurant que mamie allait bien, qu'elle avait juste besoin de se reposer. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, écoutant les bruits de la maison. Béatrice et Damien étaient sortis dîner avec des amis, et j'étais seul avec ma faim et la compréhension grandissante de ce qui se passait réellement. Ce n'était pas de la négligence. C'était délibéré. Le samedi, dans le garde-manger que j'avais réussi à forcer avec une épingle à cheveux trouvée dans la salle de bain, j'ai trouvé le paquet de croquettes du chien. Le paquet était à moitié vide, les croquettes en forme de petites étoiles éparpillées au fond comme des dents cassées. J'en ai pris une et les croquais. Le goût était un mélange de carton et de sel, mais cela a comblé le vide dans mon estomac, juste assez pour que je puisse penser clairement. C'est alors que je les ai entendus. Ils étaient sur la terrasse, juste en dessous de la fenêtre de la véranda. Béatrice et Damien, leur voix portée par la brise nocturne. Ils étaient rentrés plus tôt de leur dîner et parlaient avec la liberté de ceux qui se croient seuls au monde. Ça ne peut pas durer bien longtemps, disait Damien, à son âge, avec sa santé. Chut, a fait Béatrice, mais ce n'était pas un reproche. C'était le genre de « chut » qui signifie « pas si fort, on pourrait nous entendre ». Je suis juste pragmatique, a continué Damien. Écoute, si elle tient encore quelques mois, parfait. On pourra vendre cette baraque, utiliser l'argent pour la nôtre. Sinon. Il a haussé les épaules, un geste que je pouvais imaginer parfaitement même sans le voir. Damien, voyons. Elle peut bien survivre comme une clocharde. Une clocharde. Les mots se sont plantés dans ma poitrine comme des éclats de glace. Non pas à cause de la cruauté, même si elle était douloureuse, mais à cause de la clarté. Enfin, je comprenais exactement où je me situais. Je me suis éloigné de la fenêtre et me suis assise dans mon fauteuil, la croquette encore dans ma main. Mes doigts tremblaient, non pas à cause de l'AVC, mais à cause de l'adrénaline, de cette lucidité froide et pure qui vous envahit lorsque vous voyez enfin une situation pour ce qu'elle est. Ils avaient décidé que j'étais un fardeau. Ils avaient décidé que ce serait plus simple si je disparaissais, et ils étaient prêts à accélérer le processus. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose que Robert et moi avions planifié des années auparavant, quand il était malade et que nous savions que je me retrouverais seul. Quelque chose que j'avais gardé secret, non par malice, mais par la sagesse silencieuse d'une femme qui avait appris à lire entre les lignes. Ils pensaient que j'étais une clocharde. Ils me croyaient sans défense, dépendante, sans option. Ils ne savaient pas que je contrôlais encore tout. Cette nuit-là, j'ai sorti mon journal intime du tiroir de ma table de chevet et j'ai écrit ma première entrée depuis des mois. Mon écriture était tremblante, mais les mots étaient fermes. Astérisque jour 1. Aujourd'hui, j'ai compris que ma famille me voit comme un fardeau qu'elle doit supporter jusqu'à ce que la nature fasse son œuvre. Ils m'ont privé de nourriture, de dignité, de soins. Ils pensent que je suis une clocharde qui peut survivre avec des miettes. Ils se trompent sur les deux points. Je ne suis pas une clocharde, et je ne vais pas survivre avec des miettes. Je vais leur rappeler que les clochardes sont des survivantes,
et que certaines d'entre nous mordent quand on les accule. Astérisque le dimanche est arrivé avec cette lumière dorée qui fait d'Aix-en-Provence une carte postale. Mais je n'admirais pas la beauté. J'attendais le son des talons de Solange sur son allée de gravier, le signal de son retour de la messe à la cathédrale Saint-Sauveur. Mon estomac gargouillait, mais la faim physique n'était rien comparée à la faim d'action qui grandissait dans ma poitrine. À 12h30, ponctuel comme une horloge suisse, j'ai entendu le crissement familier de ses pas. Je me suis approché de la fenêtre de la véranda et je l'ai vue se diriger vers son jardin. Elle portait encore son tailleur bleu marine du dimanche, un foulard en soie Hermès noué autour de son cou, un contraste saisissant avec ses gants de jardinage. Solange n'avait jamais été une femme à perdre son temps en subtilité. Je l'ai appelée doucement depuis la fenêtre ouverte. Elle s'est retournée, et j'ai vu son expression changer en me voyant. J'avais perdu du poids, assez pour que mes pommettes saillent et que mon chemisier de nuit en soie flotte autour de moi. Elle a froncé les sourcils, ses yeux bleus perçants me scrutant. « Éléonore, ma chérie, tu as l'air. » Elle s'est interrompue, choisissant ses mots. « Est-ce que tout va bien ?» Je lui ai demandé de venir, que j'avais besoin de lui parler. Elle n'a pas posé de questions. 5 minutes plus tard, elle frappait doucement à la porte arrière de la véranda. Béatrice et Damien sont partis déjeuner chez les Martins, je lui ai dit en la laissant entrer. Ils ne seront pas de retour avant 4h. Je lui ai tout raconté. La disparition de Fatima, le garde-manger fermé à clé, les repas qui s'amenuisaient jusqu'à disparaître. Je lui ai montré la boîte de croquettes, toujours posée sur le comptoir. Mais c'est quand j'ai répété les mots de Damien, astérisque elle peut bien survivre comme une clocharde astérisque, que j'ai vu la fureur s'allumer dans les yeux de Solange. Ces salauds, a-t-elle murmuré, avant de s'excuser pour son langage. Éléonore, c'est de la maltraitance sur personne vulnérable. C'est un abandon criminel. Je le sais, ai-je dit simplement. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus pour l'instant. Je me suis assise et les regardai droit dans les yeux. Solange, tu te souviens quand Robert a travaillé avec ton mari sur le dossier de la succession des vignobles Lambert? Bien sûr, a-t-elle répondu, ils y ont passé des mois. Robert a beaucoup appris de lui à cette époque. Sur la protection des actifs, sur la manière de garder le contrôle même quand les circonstances changent. J'ai marqué une pause, laissant les implications s'installer. Solange, ils ne savent pas. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Ses yeux se sont écarquillés, puis un sourire lent et féroce s'est étendu sur son visage. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit doucement. « Ces imbéciles n'ont aucune idée, n'est-ce pas ? Pas la moindre point et la vérité, c'est que Robert et moi avions été plus prudents que quiconque ne le savait. Quand il est tombé malade, nous avons passé des mois avec maître Antoine Leblanc, un jeune avocat fiscaliste brillant que Robert avait pris sous son aile. Antoine nous a aidés à tout structurer, une fiducie irrévocable, des comptes protégés, des investissements diversifiés. Robert avait insisté pour que je garde le contrôle, mais d'une manière qui me protégerait si je me retrouvais un jour vulnérable. J'ai besoin d'un téléphone, ai-je dit à Solange. Un que l'on ne puisse pas tracer. J'ai un de ces téléphones prépayés que j'ai acheté pour les urgences, a-t-elle dit aussitôt. Il est dans ma voiture. Pendant qu'elle allait le chercher, je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti la petite mallette de sécurité que j'avais cachée derrière une pile de vieux astérisques Paris Match astérisques. Béatrice et Damien avaient fouillé mes affaires à mon arrivée, mais ils avaient cherché des bijoux et de l'argent liquide, pas des documents juridiques ennuyeux. La mallette contenait tout ce dont j'avais besoin, numéro de compte, contact juridique et un dossier épais intitulé « Succession Robert Dubois ». Il y avait une copie de la fiducie, des relevés de placement et, le plus important, la carte de visite de Maître Leblanc avec son numéro de portable personnel griffonné au dos. Solange est revenue avec le téléphone et un sac en papier. « Je t'ai apporté quelques petites choses de ma cuisine », a-t-elle dit en posant le sac sur le comptoir. Une soupe de poulet, du pain frais, quelques fruits. On ne peut pas planifier une révolution le ventre vide. Révolution. J'aimais ce mot. Pendant que Solange déballait la nourriture, j'ai composé le numéro d'Antoine. Cela faisait plus d'1 an que nous ne nous étions pas parlé, depuis les funérailles de Robert, mais j'espérais qu'il se souviendrait de moi. Allô ? Sa voix était prudente. Maître Leblanc, c'est Éléonore Dubois. Il y eut une pause, puis sa voix s'est adoucie d'une chaleur sincère. Madame Dubois, quelle agréable surprise. Comment allez-vous ? J'ai connu des jours meilleurs, ai-je dit honnêtement. Antoine, j'ai besoin de vous voir.
Il y a des affaires juridiques que nous devons discuter. Bien sûr. Pouvez-vous passer à mon cabinet cette semaine? Non, ai-je dit. Je ne peux pas sortir facilement. Serait-il possible que vous veniez? Mais il faudrait que ce soit discret. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. Antoine était intelligent. Il savait lire entre les lignes. Y a-t-il quelque chose qui devrait m'inquiéter, Madame Dubois? Peut-être, ai-je admis. Mais je préférerais vous expliquer en personne. Que diriez-vous de ce soir? Je pourrais passer vers 20 heures, après la tombée de la nuit. Je dirais que je suis un expert en assurance habitation si quelqu'un pose des questions. Parfait. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la véranda avec Solange et j'ai mangé le premier vrai repas que j'avais eu depuis des jours. La soupe de poulet avait le goût de l'espoir. Que vas-tu faire? A demandé Solange. Je vais leur rappeler que je ne suis pas une clocharde, ai-je dit. Je suis une femme qui a tout planifié. Et après, ils vont apprendre la différence entre avoir besoin de quelqu'un et se servir de quelqu'un. Le reste de l'après-midi s'est écoulé lentement. Béatrice et Damien sont revenus de leur déjeuner dominical, plein d'histoires sur les Martins et leur projet de rénovation de leur cabanon en Camargue. Ils n'ont pas mentionné que j'avais passé 3 jours sans repas digne de ce nom. Ils n'ont pas demandé comment s'était passée ma journée. À 20 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai entendu Damien ouvrir la porte. Sa voix, méfiante, « Puis-je vous aider? » Bonsoir, je suis Jean-Pierre Martin du cabinet d'assurance du Sud. J'ai rendez-vous avec Madame Dubois pour revoir sa police d'assurance habitation. Antoine avait toujours été doué pour les détails. Assurance habitation? La voix de Damien était perplexe. Elle n'est pas propriétaire. Oh, mais d'après nos dossiers, si. Pourrais-je lui parler, s'il vous plaît? Il y eut un silence gênant, puis des pas dans l'escalier. Béatrice est apparue à l'embrasure de ma porte, le visage crispé. Maman, il y a un homme en bas qui dit que tu as rendez-vous pour une assurance habitation. De quoi s'agit-il? Ah oui, ai-je dit calmement, il y a quelques petites choses dont je dois m'occuper. Je descends dans un instant. J'ai vu la confusion et la première lueur d'alarme dans ses yeux. C'était le premier signe qu'il ne savait peut-être pas tout de ma situation. J'ai descendu les escaliers lentement, utilisant ma canne pour l'équilibre, mais aussi pour l'effet dramatique. Antoine se tenait dans l'entrée, impeccablement vêtu, un sourire poli sur son jeune visage. Ses yeux intelligents qui avaient aidé Robert et moi à planifier pour ce moment précis, me disaient qu'il comprenait parfaitement la situation. Madame Dubois, a-t-il dit en me tendant la main, merci de me recevoir ce soir. Bien sûr, Monsieur Martin, ai-je répondu, jouant le jeu. Et si nous parlions dans la véranda? C'est plus privé. Tandis que nous marchions vers l'arrière de la maison, je sentais les regards de Béatrice et Damien nous suivre, leurs esprits s'emballant pour essayer de comprendre ce qui se passait. Dans la véranda, j'ai fermé la porte et j'ai regardé Antoine droit dans les yeux. Je crois qu'il est temps d'activer les protections que Robert et vous avez mises en place, ai-je dit simplement. Antoine a hoché lentement la tête. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je lui ai tout raconté, encore une fois, voyant son expression se durcir à chaque détail. Quand je suis arrivé à l'épisode des croquettes pour chiens, j'ai vu ses mains se serrer en poing. Avez-vous des preuves de tout cela? A-t-il demandé. Je commencerai demain. Mais Antoine, ce dont j'ai le plus besoin maintenant, c'est de m'assurer qu'ils ne peuvent accéder à rien. Absolument rien. Je peux avoir les documents prêts pour mardi, a-t-il dit. Mais je veux que vous compreniez bien. Une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils seront complètement exclus. J'ai regardé à travers la vitre vers la maison où Béatrice et Damien discutaient probablement de la venue de cet expert en assurance. J'ai pensé aux croquettes. Aux mots de Damien sur les clochardes. À la façon dont ils avaient parlé de ma mort comme d'un désagrément mineur. Antoine, ai-je dit doucement, ils m'ont déjà exclu. Je ne fais que leur rendre l'appareil. Le lundi matin, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis avant l'AVC. J'avais une mission. Et comme toute bonne bibliothécaire, je savais que tout se résumait à la documentation. Béatrice m'a apporté mon petit déjeuner ou une tartine de pain sec et un café clair avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. La veille au soir les avait laissés sur le qui-vive. As-tu bien dormi, maman? A-t-elle demandé, mais sa voix avait cette qualité forcée qu'elle utilisait quand elle voulait des informations.
Très bien, merci, ai-je répondu en prenant une petite gorgée du café. Il était infect, mais j'ai souri comme si c'était un nectar. Pourrais-tu m'apporter mes pilules pour la tension? Tu les as déjà prises ce matin. Non, je ne les ai pas prises. Je la fixais. Je les prends avec mon petit déjeuner, tous les jours, à la même heure. L'irritation a traversé son visage. Maman, tu es parfois confuse. Tu les as prises. Mais je ne les avais pas prises, et elle le savait. C'était un autre petit exercice de contrôle, une autre façon de me faire douter de ma propre réalité. Mais cette fois, au lieu de discuter, j'ai simplement hoché la tête. Tu as raison, ma chérie. Que je suis sotte. Tout en parlant, j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement du petit appareil que Solange m'avait apporté, caché dans une boîte de mouchoirs. Un cadeau de son fils, un dictaphone numérique de la taille d'une pièce de 2 € qui pouvait capturer des heures d'audio. Après le départ de Béatrice, j'ai sorti mon journal et j'ai noté, astérisque lundi, 8h15. Béatrice m'a refusé mes médicaments pour la tension, prétendant que je les avais déjà pris. Lorsque je l'ai corrigée, elle m'a accusé d'être confuse. Audio enregistré à 8h12 astérisque Damien est descendu 1 heure plus tard, sans un bonjour. Je l'ai entendu ouvrir puis refermer le garde-manger à clé. Le clic métallique était délibérément fort. Damien, les jeux appelaient depuis la véranda. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas fermer le garde-manger à clé? J'ai parfois soif pendant la journée et j'aimerais pouvoir prendre un jus de fruits. Il y a de l'eau du robinet, a-t-il dit sèchement. Mais le médecin a dit que je devais m'hydrater, surtout après l'AVC. J'ai vu une lueur désagréable dans ses yeux. Éléonore, on ne va pas discuter de ça tous les jours. Les règles sont simples. Tu demandes si tu as besoin de quelque chose de spécial. Tu ne peux pas simplement te servir. Demander. Comme une enfant qui demande la permission de boire un verre de jus. J'ai compris, ai-je dit doucement, et j'ai de nouveau appuyé sur le bouton d'enregistrement. Vers midi, j'ai entendu Béatrice parler au téléphone dans le bureau. Les vieilles bastides ont des murs épais, mais les conduits d'aération sont de remarquables transporteurs de son. Non, je ne pense pas qu'elle se doute de quoi que ce soit, disait-elle. Ce type hier soir l'a un peu embrouillée, mais elle est trop faible pour faire grand-chose. Oui, j'ai parlé à l'agent immobilier ce matin. Il dit qu'on pourrait en tirer au moins 800 000 €, surtout si on rafraîchit un peu. Non, elle n'a pas d'argent à elle. Tout venait de papa, et quand elle ne sera plus là. Elle s'est arrêtée brusquement. Mais il était trop tard. Il faisait estimer la maison. Ma maison. Celle que Robert m'avait laissée. Il faisait des plans pour la vendre comme si j'étais déjà morte. Cet après-midi-là, un événement inattendu s'est produit. J'ai entendu une voiture dans l'allée, une petite Citroën C3 que j'ai reconnue immédiatement. Chloé. Ma petite fille. Elle avait 28 ans maintenant, travaillait comme assistante de recherche à Lyon et venait rarement sans prévenir. Mais elle était là, marchant vers la porte d'entrée avec cette démarche lente et pensive qu'elle avait depuis l'enfance. Mamie. A-t-elle crié en m'ouvrant la porte. Mais quand elle m'a serré dans ses bras, je l'ai senti se raidir. J'avais perdu plus de poids que je ne le pensais. Chloé, quelle merveilleuse surprise. Mamie, est-ce que tout va bien ici? Maman dit que tu te remets bien, mais, la semaine dernière au téléphone, tu avais l'air bizarre. Et quand j'ai appelé hier soir, elle n'a pas voulu te passer, elle a dit que tu dormais, mais il n'était que 20 heures. Ma petite fille avait toujours été perspicace. Chloé, lui ai-je dit prudemment, si je te disais que les choses ne sont pas exactement comme tes parents les décrivent, me croirais-tu? J'ai vu quelque chose changer dans son expression. Je te croirais, a-t-elle dit simplement. Raconte-moi. Alors je lui ai raconté. Pas tout, pas le plan avec Antoine, mais je lui ai parlé de Fatima, de la nourriture, de ces petites cruautés qui s'étaient accumulées. Oh, mamie, a-t-elle murmuré quand j'ai eu fini. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. Comment aurais-tu pu? Tes parents sont très doués pour contrôler le récit. Quand Béatrice est rentrée 1 heure plus tard, elle nous a trouvés dans la véranda, partageant un dîner improvisé que Chloé avait préparé avec des provisions achetées en chemin. Chloé, quelle surprise, a dit Béatrice, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je voulais faire une surprise à mamie, a dit Chloé innocemment. Et c'est une bonne chose que je sois venue. On dirait qu'elle ne mange pas assez. Elle mange très bien,
a rétorqué Béatrice vivement. Elle suit un régime prescrit par le médecin. J'ai vu Chloé regarder mon assiette vide, puis le repas copieux que nous venions de partager, et enfin le visage de sa mère. J'ai vu le moment exact où les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter dans son esprit. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal. Astérisque jour 3. Chloé est venue. Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Je lui ai dit où trouver ce journal. Je ne suis pas sûr que ce soit malin, mais ma petite fille mérite la vérité. J'ai documenté 3 incidents de plus aujourd'hui. Les preuves s'accumulent. Mais le plus important, c'est que j'ai vu quelque chose changer dans les yeux de Chloé. Elle a vu à travers les mensonges de ses parents. Je ne suis plus complètement seul. Demain, Antoine devrait avoir les documents prêts. Le piège est presque prêt à se refermer astérisque. Le mardi matin, je me suis réveillé en sachant que le moment était venu. Antoine avait appelé sur le téléphone prépayé à 6 heures, sa voix professionnelle mais avec une pointe d'excitation à peine contenue. Les documents sont prêts, avait-il dit simplement. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Jamais je n'ai été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Alors préparez-vous. À partir de 10 heures, leur monde va complètement changer. Le petit déjeuner ce matin-là fut particulièrement révélateur. Béatrice m'apporta une tartine brûlée et un café froid, clairement pressé de partir au travail. Damien ne descendit même pas, criant d'en haut qu'il partait directement à une réunion importante à la banque. « Maman, » dit Béatrice en attrapant son sac, « l'agent immobilier vient aujourd'hui vers 14 heures. Reste dans ta chambre pendant qu'il est là, d'accord? On ne veut pas l'embrouiller avec des détails inutiles. » Des détails inutiles, comme le fait que j'étais la propriétaire légale de la maison qu'il faisait estimer. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je dit doucement. Je ne voudrais embrouiller personne. À 10 heures précises, mon vrai téléphone sonna. Un appel de ma banque. Madame Dubois, c'est Jean-Luc Fournier de la Banque Provençale. J'ai quelques documents qui requièrent votre attention immédiate. Pourriez-vous passer aujourd'hui? Je crains de ne pas pouvoir sortir facilement, ai-je dit, m'assurant que ma voix paraisse fragile. Serait-il possible d'envoyer quelqu'un? Bien sûr. Notre représentant sera là dans 1 heure. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. J'ouvris la porte pour trouver Antoine, mais cette fois habillé en avocat qu'il était, avec une mallette en cuir et une expression sérieuse. Madame Dubois, je suis maître Antoine Leblanc du cabinet Leblanc et Associés. J'ai des documents importants à vous faire signer. Cette fois, pas de faux semblants. Il était exactement qui il était. Et j'étais exactement qui j'étais, une femme qui contrôlait son propre destin. Veuillez entrer dans la véranda, ai-je dit. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Antoine étala les documents sur la table comme un général déployant des cartes de bataille. Il y avait des notifications légales, des formulaires de révocation, les documents de la fiduciaire, ce que j'aimais le plus, une lettre de mise en demeure adressée à Madame Béatrice Dubois-Morel et Monsieur Damien Morel. Tout est prêt, dit-il. La fiducie irrévocable est entièrement activée. Tous les comptes bancaires ont été transférés. L'acte de propriété de cette maison a été réorganisé. À partir de cet instant, ils n'ont plus aucun accès légal à quoi que ce soit qui vous appartienne. Et s'ils essaient de contester? Ils ne le peuvent pas. La fiducie a été légalement établie il y a 3 ans, avec toutes les signatures et la documentation appropriée. Vous êtes la bénéficiaire et Chloé est la successeur désignée. Béatrice et Damien, il sourit froidement, Béatrice et Damien n'apparaissent nulle part. J'ai regardé les documents, chaque page représentant des années de planification minutieuse. Mon mari avait vu cela venir bien avant MOI. Et il y a une dernière chose, dit Antoine en sortant un dossier séparé. J'ai déposé un signalement préliminaire pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République. Avec les preuves que vous avez rassemblées et les enregistrements, la documentation, le témoignage de Madame Solange, ils ont de quoi ouvrir une enquête. Et qu'est-ce que cela signifie pour eux? Cela signifie qu'ils vont avoir de la visite très bientôt. Et que toute tentative de représailles contre vous sera considérée comme une intimidation de témoin. J'ai signé les documents un par un, chaque signature une petite déclaration d'indépendance. Ma main tremblait légèrement, non par peur, mais par l'adrénaline pure de passer enfin à l'action. Quand le sauront-ils? Ai-je demandé. Damien recevra le premier appel vers 14 heures, lorsqu'il tentera d'accéder à ce qu'il croit être vos comptes bancaires pour sa réunion avec l'agent immobilier.
Les notifications légales formelles seront livrées par huissier à 15 heures. Après le départ d'Antoine, je me suis assise dans la véranda et j'ai attendu. À 14 heures précises, comme prévu, mon téléphone sonna. C'était Damien. Pour la première fois depuis des semaines, sa voix n'avait aucune trace de condescendance. « Éléonore, y a-t-il un problème avec tes comptes ? Je suis en réunion avec l'agent immobilier et la banque dit que je n'ai accès à rien. Ils disent que tout a été transféré. » Oh, ai-je dit innocemment. Transféré ? Comme c'est étrange. Ce n'est pas étrange, c'est impossible. Tu n'as pas accès à un ordinateur, tu n'as pas de moyens de transport, tu n'as pas quitté cette maison depuis des semaines. Comment aurais-tu pu transférer quoi que ce soit ? Peut-être, ai-je dit doucement, que tu n'en sais pas autant sur ma situation que tu le pensais. Il y eut un long silence tendu. Quand Damien parla à nouveau, sa voix avait une qualité différente, dangereuse. « Qu'est-ce que tu as fait ? » Je me suis souvenu que je n'étais pas une clocharde, Damien. Je suis une femme qui planifie à l'avance. Il a raccroché sans un mot. À 15 heures, un huissier de justice est arrivé. Je l'ai reçu à la porte, j'ai signé les documents avec un sourire et je les ai posés bien en évidence sur la console de l'entrée. La vraie tempête a éclaté à 17 heures, quand Béatrice et Damien sont rentrés ensemble. Je pouvais entendre leur voix monter avant même qu'ils n'ouvrent la porte. Il doit y avoir une explication. C'est impossible qu'elle ait fait ça toute seule. Quelqu'un profite d'elle. Ils sont entrés comme un ouragan, Béatrice tenant les notifications de l'huissier et Damien avec son téléphone collé à l'oreille, essayant clairement de joindre des avocats. « Maman » a dit Béatrice, sa voix tremblant entre la fureur et la panique, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a agité les papiers devant mon visage. « Ça dit que tu as révoqué tous les pouvoirs, que tu as tout mis dans une sorte de fiducie, que nous n'avons accès à rien. » Ça veut dire exactement ce que ça dit, ai-je répondu calmement. Mais c'est impossible. Tu es malade, confuse. Suis-je confuse, ai-je interrompu, ou est-ce que vous avez simplement supposé que parce que j'avais eu un AVC, j'avais perdu la capacité de penser? Damien a finalement raccroché et s'est approché de moi, une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le regard d'un homme qui réalise qu'il a gravement sous-estimé son adversaire. Éléonore, a-t-il dit, et pour la première fois, sa voix était dépouillée de toute condescendance, tu dois nous expliquer exactement ce qui se passe. Moi, je dois expliquer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Damien, pendant des semaines, tu m'as traité comme si j'étais moins qu'humaine. Tu m'as refusé de la nourriture, des médicaments, une dignité élémentaire. Et pendant tout ce temps, vous faisiez des plans pour vendre ma maison, dépenser mon argent, vivre de ma mort. On n'a jamais. Elle peut bien survivre comme une clocharde, ai-je cité ses propres mots, et j'ai vu le sang quitter son visage. Tu pensais que je n'entendais pas ? Béatrice s'est effondrée sur une chaise, regardant les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Maman, ça ne peut pas être légal. Tu es malade, tu ne peux pas prendre ces décisions. Béatrice, ai-je dit, et ma voix avait une fermeté que je n'avais pas utilisée avec elle depuis des années, ces documents ont été préparés il y a 3 ans, quand j'étais en parfaite santé mentale. Ton père et moi avons vu cela venir bien avant que vous ne réalisiez même que vous étiez en train de le faire. Mais nous sommes ta famille, a-t-elle murmuré. Vous l'êtes. Les familles ne laissent pas leurs membres manger des croquettes pour chiens pendant 3 jours. Les familles ne planifient pas secrètement de vendre la maison de quelqu'un pendant que cette personne y vit encore. Les familles ne parlent pas de la mort de quelqu'un comme d'une commodité financière. Je me suis levé de ma chaise, m'appuyant sur ma canne, mais me tenant droite et forte. Vous avez une décision à prendre, ai-je dit. Vous pouvez essayer de faire amende honorable et peut-être, trouver un moyen de reconstruire une sorte de relation familiale. Ou vous pouvez continuer à vous battre, et dans ce cas, vous découvrirez que j'ai beaucoup plus de preuves de négligence et d'abus que vous n'en avez vu jusqu'à présent. Tu nous menaces ? La voix de Damien était dangereusement basse. Non, ai-je dit simplement. Je vous offre la même courtoisie que vous m'avez offerte. Un choix clair concernant votre avenir. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal pour la dernière fois dans la maison de Béatrice. Astérisque jour 4. Le piège s'est refermé parfaitement. Damien n'a accès à rien. Béatrice est sous le choc, comprenant enfin que sa mère n'était pas la vieille femme sans défense qu'il pensait. L'enquête pour abus de faiblesse est en cours. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai le contrôle total de ma vie. Demain,
Solange vient me chercher. Il est temps que je parte d'ici. Je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme une clocharde. Parce qu'il s'avère que les clochardes ne font pas que survivre. Parfois, elles gagnent. J'ai laissé le journal ouvert sur la table. Je voulais m'assurer que Chloé le trouverait facilement. Ma petite fille méritait de connaître toute l'histoire. Solange est arrivée à 7 heures le mercredi matin, exactement comme prévu. Béatrice et Damien étaient partis tôt, lui pour rencontrer des avocats en catastrophe, elle pour sa galerie où elle prétendrait que son monde ne s'était pas effondré la veille. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis la confrontation, ce qui rendait tout beaucoup plus simple. « Tu es prête, ma chérie ?» a demandé Solange en chargeant la première de mes valises dans sa vieille Peugeot 208. « Je suis prête depuis des semaines », ai-je répondu, jetant un dernier regard à la véranda où j'avais passé tant d'heures à planifier mon évasion. Je ne savais tout simplement pas où j'allais. L'appartement qu'Antoine avait trouvé était à seulement 15 minutes de là, dans une résidence modeste près de la bibliothèque Méjeanne où j'avais travaillé pendant 30 ans. C'était petit, une chambre, une cuisine minuscule, un salon donnant sur un jardin commun, mais il avait quelque chose que la Bastide de Béatrice n'avait jamais eu, il était à moi. C'est parfait, ai-je dit pendant que Solange m'aidait à m'installer. Et tu es sûr que tu ne veux pas que je reste? Au moins pour les premières nuits. Solange, ma chère, j'ai survécu à 72 ans, un mariage, 2 enfants, 30 ans à diriger une bibliothèque remplie d'adolescents et 3 semaines de captivité chez ma propre fille. Je pense que je peux gérer quelques nuits seul. Mais au moment où je parlais, mon téléphone sonna. C'était Chloé. « Mamie, où es-tu? Je suis passé pour déjeuner avec toi et maman dit que tu n'es pas là. » Elle a l'air complètement paniquée. « Je suis dans mon nouvel appartement, ai-je dit simplement. Je t'envoie l'adresse par message. »« Ton nouvel appartement? Mamie, qu'est-ce qui se passe? Viens, je t'expliquerai tout. » En attendant Chloé, Antoine est arrivé avec les dernières pièces du puzzle. Il avait un dossier épais sous le bras et une expression satisfaite. « Les serrures de la maison ont été changées à midi », a-t-il informé en s'asseyant sur mon petit canapé neuf. « En tant que propriétaire légal, vous avez le droit absolu de contrôler l'accès. J'ai également fait annuler toutes les cartes de crédit qui étaient sur des comptes à votre nom. » Et qu'est-ce que cela signifie pour eux? Cela signifie que lorsqu'ils rentreront chez eux ce soir, ils ne pourront pas entrer. Et cela signifie que Damien a découvert ce matin que sa carte de crédit professionnelle, qu'il finançait apparemment avec une ligne de crédit sur votre maison, a été refusée pendant son déjeuner avec les avocats. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Apparemment, il a fait toute une scène au restaurant. Chloé est arrivée 20 minutes plus tard, les yeux rougis et une expression de confusion totale. Je l'ai serré dans mes bras. « Mamie, j'ai trouvé ton journal », a-t-elle murmuré. Je l'ai lu en entier. Je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils étaient si cruels. Monstrueux, ai-je suggéré doucement. Sa voix se brisa. Ils t'ont vraiment donné des croquettes pour chien? Une seule fois. Après ça, j'ai trouvé de meilleures options. Je l'ai fait entrer et je lui ai présenté Antoine, qui lui a expliqué la situation juridique. Je pouvais voir Chloé traiter chaque révélation, que ses grands-parents avaient planifié cela des années auparavant, que sa grand-mère avait méticuleusement documenté les abus, que ses parents n'avaient aucun droit légal sur tout ce qu'ils avaient supposé être à eux. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? A-t-elle finalement demandé. Cela dépend d'eux, a dit Antoine. S'ils acceptent la situation et s'excusent sincèrement, Éléonore pourrait envisager une sorte de réconciliation. S'ils continuent à se battre. S'ils continuent à se battre, ai-je interrompu, ils découvriront que leur comportement deviendra très public, très rapidement. À la place de répondre, j'ai sorti mon ordinateur portable, un que j'avais acheté discrètement la semaine précédente, et je lui ai montré le document que j'avais rédigé. C'était une lettre ouverte, intitulée « Pour tous ceux qui pensent que les aînés sont invisibles ». Solange va la publier sur son blog ce soir, ai-je expliqué. Elle a pas mal d'abonnés dans la communauté locale, et j'ai le sentiment que l'histoire va trouver un écho. Chloé a lu la lettre en silence, ses yeux s'écarquillant à chaque paragraphe. C'était une version soigneusement éditée de mon expérience, sans nom, mais avec suffisamment de détails pour que quiconque connaissant notre famille puisse faire le lien. Astérisque, ils m'ont traité comme une clocharde. Astérisque, se terminait la lettre, astérisque, mais les clochardes survivent. Et parfois, nous nous rappelons à nous-mêmes, et au monde, que nous n'avons jamais été aussi sans défense que les gens le pensaient. Astérisque, ça va faire un scandale, a murmuré Chloé. C'est l'idée.
Ma petite fille m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. C'était du respect, mêlé à quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Mamie, tu es incroyable. Oh non, ai-je dit doucement. Je suis juste une femme qui en a eu assez d'être invisible. Le téléphone a sonné vers 20 heures. C'était Béatrice, la voix hystérique. Maman, on ne peut pas entrer dans la maison. Les serrures ont été changées. Il y a une lettre clouée sur la porte et Damien dit que toutes nos cartes de crédit ont été annulées. Où es-tu? Je suis à la maison, ai-je dit simplement. Quelle maison? C'est ta maison. Non, Béatrice. Ça n'a jamais été ma maison. C'était la maison où vous me permettiez de rester pendant que vous planifiez ma mort. Ce n'est pas vrai. Alors explique-moi pourquoi vous aviez un agent immobilier qui venait évaluer une maison que vous pensiez être la mienne. Explique-moi pourquoi Damien parlait de l'argent que vous pourriez obtenir quand je ne serai plus là. Explique-moi les croquettes pour chiens, Béatrice. Il y eut un long silence. Quand Béatrice a repris la parole, sa voix était petite et brisée. Maman, s'il te plaît. On peut arranger ça? On peut parler? Vous pouvez lire la lettre qui est sur la porte, ai-je dit. Elle explique tout ce que vous avez besoin de savoir. Quelle lettre? Celle qui vous dit exactement comment vous m'avez traité, et exactement pourquoi j'ai décidé de vous rappeler que je n'ai jamais été la femme sans défense que vous pensiez que j'étais. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Et la lettre de Solange a été publiée le lendemain et, comme prévu, a provoqué un tollé. Le vendredi matin, elle avait été partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux locaux. Le lundi, une journaliste de La Provence m'avait contacté pour une interview. Madame Dubois, a dit la jeune femme, votre histoire a touché beaucoup de gens. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous voulez que les gens comprennent? Je veux qu'ils comprennent que la maltraitance des personnes âgées ne ressemble pas toujours à de la violence évidente, ai-je dit. Parfois, ça ressemble à des soins. Parfois, ça ressemble à une famille qui fait de son mieux. Mais quand on vous enlève votre dignité, votre nourriture, votre voix, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et que diriez-vous à d'autres personnes dans des situations similaires? Je leur dirais de tout documenter, de chercher des alliés, et de se rappeler qu'être vulnérable ne signifie pas être sans défense. L'interview a été publiée le mercredi suivant. L'article ne mentionnait pas Béatrice et Damien par leur nom, mais ce n'était pas nécessaire. Aix-en-Provence est une petite ville, et les gens parlent. Le vendredi de cette semaine-là, Chloé a appelé avec des nouvelles. Mamie, papa a perdu son travail à la banque. Apparemment, la mauvaise publicité et le fait qu'il utilisait ta ligne de crédit pour des dépenses professionnelles sans autorisation. Et ta mère? La galerie lui a demandé de prendre un congé à durée indéterminée. Plusieurs clients importants ont annulé des événements après que l'histoire soit devenue virale. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, juste une sorte de justice calme et froide. Ont-ils essayé de te contacter? Papa a appelé des avocats. Maman? Maman a beaucoup pleuré. Mamie, j'ai quelque chose d'autre à te dire. Je veux quitter mon travail à Lyon. Je veux venir vivre avec toi, au moins pour un temps. Je pense à reprendre mes études, peut-être en travail social. Et je veux aider à raconter des histoires comme la tienne. J'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas du triomphe. C'était de l'espoir. J'adorerais t'avoir ici, ai-je dit. Mais pas par culpabilité ou pitié. Seulement si c'est vraiment ce que tu veux. C'est ce que je veux, a-t-elle dit fermement. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Cette nuit-là, j'ai sorti un nouveau journal et j'ai écrit ma première entrée dans ma nouvelle vie. Jour 12 de liberté. Chloé vient vivre avec moi. Béatrice et Damien font face aux conséquences de leurs actes. Le plus étrange, c'est que je ne ressens pas de colère envers eux, juste une sorte de tristesse froide pour les personnes qu'ils sont devenus, et un soulagement profond de ne plus avoir à prétendre que leur cruauté était de l'amour. Demain, Chloé et moi allons à la bibliothèque voir pour du bénévolat. Il est temps de commencer le prochain chapitre. J'ai fermé le journal et je l'ai posé sur ma table de chevet. Dehors, je pouvais entendre les sons nocturnes d'Aix, les grillons, le trafic lointain. Pour la première fois depuis des mois, ces sons ne semblaient pas menaçants. Ils semblaient pleins de possibilités. Les clochardes, après tout, savent toujours comment retrouver leur chemin. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas,
c'est que mon chemin me ramènerait à l'endroit où tout avait commencé, la bibliothèque.